Bonjour tout le monde. Donc, un petit retour sur la cardiologie. Donc, on va faire une petite révision sur les principes de base. On va regarder ça sur trois axes. Donc, l'anatomie et la physiologie. Ensuite, on va regarder les principes au niveau de l'analyse de la cardio et comment interpréter les 12D au niveau de la base, évidemment. Si on regarde au niveau anatomique, donc une coupe transversale du cœur. Donc, je trouvais ça quand même pertinent de regarder. On sait évidemment des oreillettes gauche-droite, ventricule gauche-droite. Mais vous voyez aussi l'aspect musculaire du cœur, donc le centre, et vous avez aussi les deux ventricules, donc la musculature. Donc lorsque vous avez une hypertrophie, ben, une hypertrophie, c'est justement la paroi musculaire du cœur qui s'est épaissie. Exemple, suite à un infarctus, une insuffisance cardiaque droite, ben, le côté gauche devient hypertrophié, donc devient plus musclé pour compenser. On peut avoir aussi des problématiques au niveau des valves. Donc, on a les valves ici, les tricuspides. Et même chose pour l'autre, la valve mitrale. Donc, on va avoir des problématiques en lien avec ça, ce qui va amener l'insuffisance chez notre patient. Si on regarde au niveau des artères coronaires qui viennent alimenter le cœur, donc l'artère coronaire gauche, qui est la principale, qui dans 70% des cas au niveau des infarctus, c'est elle qui est atteinte, soit elle ou les branches sous-jacentes en dessous. Donc, c'est elle qui va alimenter le ventricule gauche, le septum intraventriculaire, une partie du ventricule droit et le système de conduction. Elle va se diviser en deux branches, donc l'artère descendante antérieure et l'artère circonflexe. Euh, de l'autre côté, dans le fond, on voit l'artère coronaire droit qui s'élance, dans le fond, vers la partie de l'oreillette droite et la partie du ventricule droite. On va pouvoir regarder, dans le fond, derrière le cœur, l'artère coronaire droite, qui vient alimenter, dans le fond, vraiment la partie antérieure du cœur. Euh, si vous portez attention sur l'axe, on voit que le cœur a un axe, même si la vision est par en arrière. Donc, on voit donc que l'axe est comme ça. Donc, lorsque vous avez une déviation axiale du cœur, ça veut dire que je ne suis plus dans cet axe-là. Donc, mon cœur, exemple, un patient qui est très grand et mince, pourrait présenter une déviation axiale du cœur, qui serait un peu plus positionné comme ça. Et à l'inverse, un patient très petit pourrait vous présenter une déviation axiale du cœur qui serait plus dans cette position-là. Lorsque vous voyez ça sur votre dossier, c'est ce que ça veut dire. Si on regarde le système de conduction, le système rythmogène, donc c'est les nœuds qui viennent donner la fréquence cardiaque, sont alimentés par le système parasympathique et le système sympathique et les hormones qui vont avec, évidemment. Donc, vous avez votre nœud sinusal, le nœud SA, qui lui est le centre rythmogène qui va donner la fréquence. Donc, on l'a justement ici. Donc, à partir de lui, l'influx qui vient de partir, dans le fond, mon onde P vient alimenter mon ventricule, mon autre ventricule, et durant ce temps, le petit délai qui fait que ça descend au niveau de mon nœud auriculo-ventriculaire, pardon, donc mon nœud AV. Mon nœud AV ensuite prend le relais et fait descendre dans les ventricules, ventricule gauche, ventricule droite, dans les fibres de Purkinje, pour faire la contraction du ventricule. Donc là, quand on a un problème de rythme cardiaque, bien, on a un problème au niveau de ces nœuds-là ou des fibres de Purkinje comme telles. Si on regarde sur l'autre, donc la vision le plus simple là, de l'image, dans le fond, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le nœud SA va donner un rythme de base entre 60 et 100 battements par minute. Et que ensuite le relais, c'est le nœud AV qui lui est capable de donner un rythme de base entre 40 et 60. Et les fils de Purkinje, en dernier recours, vont donner un rythme de base entre 15 et 40. Donc si je reprends ici, donc mon nœud sinusal va donner un rythme de base entre 60 et 80. Donc s'il y a une problématique, il est atteint, un infarct, un trouble électrique, c'est mon nœud AV qui prend le retour, qui prend la relève. Donc ici, exemple, ça ne fonctionne plus. Mon nœud AV prend la relève. Va être capable de donner un rythme de base entre 40 et 60. Donc, le patient va être bradycarde. Et si vous avez un bloc complet, donc un bloc troisième degré, par exemple, parce que toutes les autres, c'est des blocs premier degré, deuxième degré, troisième degré, jusqu'au troisième degré. Donc, le troisième degré, il va faire que je n'ai plus rien qui va donner d'onde P. Et c'est mes fibres de Purkinje, gauche et droite,
qui vont pouvoir tenter de donner le rythme, dans le fond, au niveau ventriculaire, et entre 15 et 40. Ce qui fait que si vous avez un patient qui est extrêmement bradycarde, en règle générale, vous avez un grave problème de conduction qui s'est installé plus haut, là, qui est vraiment à considérer et à porter attention. Quand vous avez un bloc de branche, donc ce qui explique le bloc de branche, si on regarde rapidement ici, c'est que mon rib descend dans mes fibres de Purkinje, et exemple, j'ai un bloc de branche du côté droit, donc automatiquement j'ai un ralentissement du côté droit, donc je vais aller alimenter mon côté gauche, donc je vais avoir mon QRS, mon premier QRS qui va apparaître, et une milliseconde plus tard, je vais avoir mon deuxième QRS qui va apparaître de mon ventricule droit, par exemple, ce qui va me donner des fameuses oreilles de lapin. Donc, au niveau des 3 étapes, on a l'ischémie, on a la blessure, puis on a la nécrose. Donc, dans le temps, j'ai mis le petit tableau dans le fond de référence. On comprend que l'ischémie s'installe, ensuite se présente la blessure, et si ce n'est pas traité convenablement dans des délais raisonnables, et puis ben, la blessure est irréversible, ça devient une nécrose et ce n'est pas rattrapable. C'est pour ça qu'on est agressif sur les traitements et dans les délais, les corridors de service, pour pouvoir permettre une reperfusion rapide, pour pouvoir venir stopper l'ischémie et rétablir, guérir la blessure, pour éviter que ça devienne une nécrose, que votre patient soit avec un handicap cardiaque tout le restant de sa vie. Donc, j'ai mis en superposition au niveau du temps, ce qu'on va remarquer un petit peu au niveau de l'électro. Donc, initialement, on a notre ischémie qui va commencer. Okay? Donc, un manque d'oxygène qui s'installe. Donc, c'est le pré-événement. Et puis, on va avoir après ça une dépression du segment ST, ou encore là, une inversion de l'onde T qui peut s'installer. Et puis, par la suite, la lésion est présente. Donc, notre ST aussi va être surélevé. Donc, l'élévation du ST va être présente. Et ensuite, l'infarctus, dans le fond, est dans le temps, ça fait plusieurs jours, votre patient qui a eu sa douleur. Donc, on a une nécrose. Et là, on va avoir la présence de l'onde Q qui pourrait commencer à être visible puis rester là, dû à la nécrose cardiaque qui s'est installée. Donc, si on parle d'électrophysiologie maintenant, donc le fait de faire des bons 12D de qualité, l'important c'est d'avoir une ligne isoélectrique qui est planche, qui est droite, qui n'a pas d'interférence, d'éviter les contractions musculaires, les mouvements, les interférences, que ce soit cellulaire, radio, mauvais positionnement du patient. Donc le patient doit être positionné de façon confortable, 45 degrés par exemple. Si vous avez des artefacts malgré tout, on pourrait faire mettre les mains sur les fesses pour essayer de minimiser les mouvements. Vérifier les fils, qu'il n'y ait pas de diaphorèse, soit bien rasé, qu'il soit bien placé, que les fils ne soient pas tout entremêlés. Ça va vous aider à avoir une bonne qualité diagnostique. Donc, un bon positionnement permet de faire une bonne photo. Donc, l'image nous montre un petit peu les axes des photos qui sont prises du cœur pour aller chercher vraiment un plan complet. Donc, l'impact d'un bon 12D permet le bon choix de soins et le bon corridor de service. Fait que même si un 12D est fait pour être fait, mais que la qualité n'est pas bonne, les soins ne sont pas bons. Que ce soit autant en préos que dans un CH, les conséquences sont les mêmes. Ça demande des investigations supplémentaires, puis des frais supplémentaires, puis du délai supplémentaire, qui n'est pas une bonne chose pour personne. Donc, j'ai ajouté tous les différents plans. Je trouvais ça pertinent, parce que souvent on oublie. Alors, une image ou 1000 mots. Donc, au niveau de la paroi latérale gauche, donc D1 et AVL, qui va nous donner, dans le fond, le ventricule gauche en photo. Donc, l'image nous montre bien l'aspect photo de ce que ça donne. Alors, si on continue, encore au niveau latéral gauche, cette fois-ci avec V5, V6, qui vont nous donner vraiment le côté gauche, puis le ventricule gauche comme tel, donc le côté latéral gauche du cœur. Donc, si on regarde tout ce qui est la paroi latérale, ben, vous avez D1, AVL, V5, V6, qui sont vos champs de vision pour regarder le côté latéral du cœur. On continue avec la paroi antérieure. Donc, la paroi antérieure qui va être V3, V4, qui va nous donner encore une parcelle du ventricule gauche, puis la paroi antérieure du cœur comme telle aussi. Donc, sur notre dérivé, V3, V4 qui nous donne cette vision-là, encore du côté gauche aussi.
Donc, si on continue pour la paroi inférieure, donc si vous voyez l'image avec le petit Kodak, donc cette image ici, donc si vos électrodes sont positionnées en bas, c'est ce que ça donne, mais on peut les mettre aussi au niveau des hanches, ça va nous donner le même effet. Le fait de mettre aux extrémités, ça va très bien. Le seul bémol, c'est si il y a du mouvement ou dans le fond, c'est que c'est un petit peu plus sensible au mouvement. C'est juste à faire attention. Dans ce cas-ci, si on voit qu'on a des artefacts, ben peut-être plutôt aller central, ça va vous aider. Donc au niveau paroi inférieure, donc le dessous du cœur, D2, D3 et AVF. AVF pour foot. Donc, on va nous donner le ventricule gauche et le début du ventricule droit. Donc ici, au niveau du 12D, ce qu'on va voir, ben, c'est ça. Donc, les trois dérivés qui vont nous donner la paroi inférieure. Pour la paroi septale, donc V2, V1 et V2, si on regarde notre beau Kodak, donc V1 et V2 qui sont positionnés ici, nous donnent vraiment la paroi septale en avant ici, sur notre 12D. Donc le septum intraventriculaire, puis la paroi ventriculaire droite, pardon, qui va donner comme visionnement. Donc au 12D, nos deux dérivés qui sont à consulter pour vraiment valider la. Donc si on regarde l'ensemble du 12D, vous avez les différentes couleurs dans le fond pour différencier les différents champs de vision de la photo. Donc la paroi latérale, donc notre D1, notre AVL, notre V5, notre V6 qui est en vert. Notre territoire inférieur du cœur, donc D2, D3 et AVF, qui est en jaune sur le 12D. Le territoire septal au niveau du cœur, donc qui est V1, V2, qui est en bleu. Et pour terminer, notre territoire antérieur, qui est V3 et V4, qui va être en violet. Donc j'ai ajouté cette image juste pour avoir un visuel, de comprendre dans le fond les différents territoires avec les différents dérivés. Donc, comme on vient juste les voir au niveau du papier, mais on les voit au niveau cardiaque, donc la vue antérieure ici, D2, D3 et AVF, septal en plein milieu ici, qui va être V1, V2, V3, V4 qui nous donne la paroi antérieure, et l'autre là vraiment la paroi latérale qui va être D1, AVL, V5 et V6. Maintenant, si on regarde l'analyse du 12D. Au niveau de l'analyse du 12D, c'est des principes de base, vraiment de base, que peut-être qu'on a oublié avec le temps. Donc, je trouvais pertinent de regarder ça ensemble. Lorsque vous regardez un 12D, oui, on regarde le diagnostic, mais on ne regarde pas seulement le diagnostic, on regarde le tracé. Donc, on veut un tracé de qualité. Un coup de mon tracé de qualité, je commence à faire l'analyse. L'analyse, première des choses, question 1, est-ce qu'il est régulier ou irrégulier? Après ça, je valide ma fréquence cardiaque. Est-ce que je vais valider après ça mon onde P, donc au niveau des oreillettes? Est-ce que mes ondes P sont toujours présentes? Si j'en ai pas, ça suggère une problématique d'onde P, donc une problématique au niveau des oreillettes comme telle. Est-ce que mes ondes P sont régulières ou irrégulières? Est-ce que après chaque onde P, j'ai un QRS, donc j'ai une contraction des oreillettes suivie d'une contraction ventriculaire, donc le courant passe d'en haut jusqu'en bas. Est-ce que les ondes P sont négatives ou positives par rapport à mon QRS? Puis, est-ce qu'elles sont identiques ou elles sont tous différentes? Si elles sont tous différentes, ça m'indique qu'elles ne viennent pas tous du même foyer. Donc, j'ai probablement des foyers ectopiques, des extrasystoles qui sont déclenchés autour de mon nœud sinusal. Numéro 4, j'invalide mes intervalles PR. Donc, l'intervalle PR, est-ce qu'il est normal? Donc, entre 0.12 et 0.2 secondes. S'il est allongé, donc, ça veut dire qu'entre mon nœud sinusal et mon nœud AV, il y a un délai. Il y a un délai, mais là, mon délai est plus long que d'habitude. Donc, c'est plus long que d'habitude, c'est pas normal. Je vais avoir un retard de contraction. Ensuite, je vais analyser mon QRS. Est-ce que mes QRS sont tous pareils? Est-ce qu'ils sont étroits? Est-ce qu'ils sont larges? Est-ce qu'ils sont normales? Donc, il devrait être normal, dans le fond, avec moins de 0.12 secondes. C'est l'équivalent de 4 petits carrés. Là, pour ceux qui ne se souviennent plus au niveau des carrés, vous pourrez aller faire des petites validations d'un carré équivaut à quoi. Là. Ensuite, je vais identifier mon rythme ou si justement j'ai de la dysarythmie, si j'ai des problématiques, puis anticiper dans le fond les conséquences cliniques rattachées à ça, selon mon analyse.
Donc, si on revient un petit peu à l'analyse, si on parle des intervalles, donc les intervalles qui sont normales, donc mon intervalle PR, donc mon P, mon R qui est ici, l'image est très bonne, donc mon P qui est mon oreillette qui vient de se déclencher. Ici, j'ai ma petite pause, donc, puis ici, mon intervalle R jusqu'ici, dans le fond, jusqu'à mon déclenchement de mon QRS, ben, elle devrait être en point 12 et point 2. Donc, si vous voyez qu'elle est extrêmement allongée, donc votre patient techniquement devrait être bradycarde, commencer à être bradycarde, donc c'est pas normal. J'ai une problématique, j'ai des blocs qui commencent à s'installer. Mon complexe QRS, donc vous avez les normes ici aussi, donc mon complexe QRS du Q jusqu'après le S, ok, dans le fond, sa largeur. S'il est extrêmement élargi, même chose. J'ai un retard au niveau ventriculaire. Mon segment ST, donc on le connaît bien, c'est ce qu'on parle souvent de lui. Donc mon segment ST dans sa norme et dans sa courbe. Évidemment, si on voit qu'il est élevé, ben là, on va considérer l'ischémie comme telle. Mon intervalle QT, donc entre l'intervalle Q et le T, donc sa durée devrait ressembler à ça. Et le segment TP, dans le fond, si mon onde P, mon onde T, par contre, elle est toujours là après, dans le fond, dans l'ensemble. Si on regarde le point J, donc le point J, donc c'est la jonction. La jonction ici, pour mon segment ST. Donc, ce qu'on va venir calculer, c'est que, OK, je vérifie ma ligne isoélectrique, mon point J, dans le fond, avec ma ligne ensuite de mon segment ST, devrait être dans la norme pratiquement égale. Par contre, lorsqu'elle va se surélever au-dessus, on va calculer le nombre de carreaux. Dans ce cas-ci, on a pratiquement 3 carreaux au-dessus de ma ligne isoélectrique. Donc, ça m'indique, dans le fond, une ischémie cardiaque. Au niveau des réciprocités, donc pour ceux peut-être qui ça leur dit plus quelque chose, l'effet miroir. Donc lorsqu'on prend une photo avec le cœur, si j'ai un cliché qui se fait de l'autre côté de mon dérivé, ben, je vais avoir un effet miroir, donc je vais avoir une réciproque de dérivation. Lorsque vous allez regarder vos dérivations, vous allez remarquer que si vous la virez de bord, vous allez avoir l'onde inverse identique. Donc vous avez certains, comme le latéral, l'antérolatéral, puis le inférieur. Vous avez les dérivations qui sont ici, avec les effets miroirs de l'autre côté. Donc, tout simplement que j'ai pris mon cliché ce côté-ci, j'avais mon élévation de mon segment, et puis de l'autre côté, exemple de mon D1, ça c'est mon D2, ben mon D1 me donnait la vision inverse. Donc, ça confirme vraiment, c'est mon élévation ST, ici c'est ma dépression d'ST, mais c'est la vision de l'autre côté. On a ici un exemple d'une bande de rythme d'un patient avec une problématique, évidemment. Et si vous regardez au niveau de D1, par exemple, on voit de D1 ici notre QRS, comment il est formé, sans même regarder un diagnostic spécifique. Là. Je veux dire, si on regarde automatiquement dans D3, j'ai la dépression inverse et même affaire dans AVF, elle est similaire. Là. Sans dire qu'elle est identique, elle est similaire, mais à l'envers. On voit même la petite dent ici au niveau de notre bloc qui est inversé ici, ce côté-ci. Petit retour rapide sur les blocs de branche gauche. Donc, le bloc de branche gauche, il est à considérer, à faire attention. Donc, un patient qui est en DRS, qui a un bloc de branche gauche, peut aussi cacher une ischémie autre ailleurs comme telle et est à considérer, à faire attention. Pourquoi? Parce que lorsque mon bloc de branche gauche s'installe, on parlait tantôt des faisceaux de His, donc mes deux faisceaux, mon bloc de branche est installé, donc j'ai une contraction qui est ralentie d'un côté, puis qui va être normale de l'autre côté, ce qui va me donner mes oreilles de lapin, donc mon ventricule, exemple, droite se contracte plus rapidement et mon gauche par la suite est contracté, et ça vient cacher un peu mon QRS. Mon QRS vient cacher pour avoir de la difficulté à vraiment venir bien faire la lecture du segment ST comme tel. Donc un patient qui se serait pour la première fois une douleur dans le thorax et est en bloc de branche gauche, mais c'est pour ça que souvent ça va être indiqué de le traiter comme une ischémie comme telle, comme un infarctus, parce que ça cache l'ischémie comme telle, on peut pas d'aller bien voir l'élévation du segment ST. Par contre, aussi à noter, là, le but c'est pas d'aller très loin là-dedans, mais il y a des patients qui restent avec des blocs de branche gauche, et ça va toujours rester comme une trace. Dans ce cas-ci, c'est le portrait clinique du patient complet qu'on doit évaluer. Donc, si on résume, l'important c'est d'avoir un bon positionnement, une bonne qualité,
un bon diagnostic, une bonne lecture pour pouvoir permettre de faire le bon traitement du patient. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On pourra pousser un petit peu plus loin la cardio le prochain coup. Merci.